Bonjour, c'est Professeur Naïm et aujourd'hui nous allons voir l'un des principaux traitements locaux régionaux du cancer, à savoir la radiothérapie. Le traitement du cancer est un traitement multimodal. Il comprend la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, l'hormonothérapie, ainsi que les soins de support. La radiothérapie est un traitement loco-régional qui se fait par des radiations ionisantes. Plus de la moitié des patients atteints d'un cancer vont être traités à un moment de leur parcours par la radiothérapie. L'irradiation a pour but essentiel de détruire les cellules tumorales tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants. L'interaction des rayonnements ionisants avec la matière passe par trois étapes. Une étape physique, une étape chimique et une étape biologique. La première étape, qui est l'étape physique, consiste en une interaction du rayonnement incident avec les électrons de l'atome. Soit l'énergie du rayonnement est faible et elle ne va permettre qu'un déplacement de l'électron vers une couche superficielle, c'est ce qu'on appelle l'excitation, ou sinon l'énergie est tellement importante qu'elle va entraîner l'éjection de l'électron en dehors de l'atome, c'est ce qu'on appelle une ionisation. L'effet qui est recherché par la radiothérapie, c'est que l'énergie du rayonnement, à savoir le photon, doit être tellement importante qu'elle va non seulement éjecter l'électron en dehors de l'atome, et donc ça va donner naissance à un électron comptant qui va à son tour interagir avec les différentes structures de la matière, mais aussi un photon diffusé. L'étape qui suit est une étape chimique. Et dans ce cas, il va y avoir une interaction avec les molécules d'eau. L'H2O va être soit excité, soit ionisé. Et dans les deux cas, ça va donner naissance à des radicaux libres qui sont très toxiques et qui vont entraîner la destruction de la cellule. Donc un rayonnement ionisant va interagir directement avec l'ADN et entraîner des lésions ou indirectement par la radiolyse de l'eau à travers les radicaux libres. Comme vous le savez, notre corps est constitué essentiellement de molécules d'eau, ce qui explique que l'interaction avec les molécules d'eau est plus importante par rapport à une interaction directe avec une molécule d'ADN. Et donc, les conséquences vont être essentiellement au cours des rayons, au cours de l'irradiation, avec les radicaux libres. Et ceci va engendrer inéluctablement, dans l'étape biologique, des atteintes au niveau des ADN. Ça va être soit des lésions qui vont être réparables, souvent ce sont des lésions simple brin, ou des lésions qui sont irréparables. Il s'agit le plus souvent de lésions double brin. Donc au terme de cette étape biologique, l'ADN va être sujet à des lésions, soit directement par le rayonnement qui va y aller et entraîner des lésions comme on a vu simple brin ou double brin, ou sinon indirectement par l'intermédiaire des radicaux libres. Trois cas de figure. Soit qu'il va y avoir une réparation de ces lésions d'ADN, cette réparation va être fidèle, donc on va avoir une intégrité du génome, soit qu'il ne va pas y avoir de réparation, ou la réparation va avoir lieu, mais elle ne va pas être vraiment fidèle, elle va être un peu fautive. Si la réparation est fidèle, donc il va y avoir une intégrité, comme on a dit, du génome, donc la cellule comme si elle n'a jamais été irradiée. Par contre, s'il n'y a pas de réparation, et c'est le cas souvent des cellules cancéreuses, qui sont des cellules qui échappent à l'homéostasie, et donc ils ont un système enzymatique qui n'est plus celui de la cellule normale, et vont mourir par la suite à une mort mitotique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet différentiel entre une cellule normale et une cellule tumorale. La cellule normale saura réparer les lésions qui sont à son niveau, et elle va revenir comme avant, alors qu'une cellule tumorale, où le système de réparation est déficitaire, ne pourra pas normalement réparer les lésions, et donc va mourir suite à une mort mitotique. Donc, comme on a dit, après cette étape biologique, trois cas de figure. Réparation fidèle, c'est le cas de la cellule normale.
pas de réparation, c'est le cas d'une cellule tumorale, ou sinon, il peut y avoir un cas intermédiaire, c'est ce qu'on appelle une réparation fautive ou qui n'est pas fidèle. C'est ce qui va donner naissance à des mutations. Alors la cellule qui va être mutée va soit mourir suite à une apoptose, donc une mort cellulaire qui est programmée, et donc là on va oublier cette cellule, ou sinon elle va survivre et elle donnera par la suite une cellule anormale, une cellule cancéreuse, et le cancer dans ce cas sera radio-induit puisque l'origine de cette mutation était les rayons. Donc pour cet effet qui est en fait l'effet de cancer radio-induit, c'est un effet qui est aléatoire, donc il n'est pas obligatoire, pas toutes les cellules vont avoir cette évolution. C'est un effet qui va être tardif, donc on va avoir les cancers induits en général radio-induits 5 à 10 ans après l'irradiation, et c'est un effet qui reste quand même rare, moins de 1%. Et c'est pour ça qu'on continue à utiliser les rayons, vu leur effet bénéfique et leur efficacité comme traitement loco-régional dans le cancer. Juste à noter, une mort mitotique, c'est une mort qui va survenir quand la cellule voudra se multiplier ou se diviser. C'est pour ça que quand on irradie une tumeur, on ne va pas voir l'effet sur le champ. C'est pas comme la chirurgie, mais ça va prendre un peu de temps, le temps que justement cette cellule passe en mitose et qu'elle ne trouve pas le capital nécessaire pour se multiplier. Et c'est là où il va y avoir sa mort. Et donc, ce qui explique que l'effet réel des rayons va se voir en général 6 à 8 semaines après la dernière séance de radiothérapie. Il existe 3 types de radiothérapie: la radiothérapie externe, la curithérapie et la radiothérapie métabolique. Alors la radiothérapie externe est la plus utilisée en termes de radiothérapie. La source de rayonnement est située en dehors du corps humain. À l'inverse, la curithérapie, ou appelée par les anglo-saxons brachythérapie, ou proximité, et la source de rayonnement dans ce cas est située à l'intérieur du corps humain. La radiothérapie métabolique, qui, elle, fait partie plutôt du domaine de médecine nucléaire, ne sera pas traitée dans cette capsule. Alors, ce qui concerne la radiothérapie externe, en général, comme on vient de le voir, la source de rayonnement est située à l'extérieur du corps humain. Les rayonnements actuellement sont délivrés par des machines dits accélérateurs linéaires. Ces accélérateurs linéaires, grâce à un circuit interne, vont permettre une accélération des électrons et donc fourniront 2 types de rayonnements qui tous deux sont ionisants, à savoir les rayonnements X et les électrons. L'image que vous voyez illustre un accélérateur linéaire de dernière génération, et il faut savoir qu'à l'hôpital international Cheikh Khalifa, nous disposons de 2 machines qui sont de dernière génération et qui permettent de délivrer les différents types de radiothérapie externe. À côté de cette radiothérapie externe, on a ce qu'on appelle la curithérapie. Et comme j'ai dit, curithérapie, la source de rayonnement est située à l'intérieur du corps. Alors, la curithérapie doit son nom à Marie Curie, donc c'est pour ça que les francophones appellent curithérapie et les anglophones, comme on vient de le voir tout à l'heure, la dénominent brachythérapie. Alors la curithérapie, selon le positionnement du radioélément, on distingue 2 types de curithérapie. Une curithérapie dite interstitielle, c'est quand la source radioactive est à l'intérieur du tissu à irradier. L'exemple type est la prostate. Et la curithérapie, où on va utiliser une cavité naturelle, c'est ce qu'on appelle la plésio-curithérapie. Et là, ça peut être une endocavitaire, comme la curithérapie utérovaginale utilisée dans le cancer du col utérin, où on va utiliser 2 cavités naturelles qui sont en fait l'utérus et le vagin. Il y a également ce qu'on appelle la curithérapie endoluminale, ou dans des cas où on a des tumeurs qui sont saignantes et qu'on n'arrive pas vraiment à traiter, on pourrait, à titre palliatif justement,
mettre en place une source radioactive à l'intérieur de la lumière branchique ou la lumière œsophagienne. Et dans ce cas, on parle d'une curithérapie endoluminale. Ces types de curithérapie endoluminaux sont plutôt dans des centres hyper spécialisés. Retenez qu'il y a deux types de curithérapie. Une curithérapie interstitielle où on va utiliser les sources de rayonnement à l'intérieur du tissu lui-même et la plésio-curithérapie où on va utiliser une cavité naturelle pour irradier les structures avoisinantes. Selon le débit de dose ou l'intensité, si vous voulez, de cette curithérapie, on distingue deux types. Une curithérapie de bas débit, ou ce qu'on appelle le low dose en anglais, c'est une curie qui va avoir un débit très faible, moins de 2 degrés par heure. Et la curithérapie de haut débit de dose, c'est quand le débit de rayonnement dépasse les 12 degrés par heure. Et là, donc on a besoin de petites machines qu'on appelle les projecteurs de source qui vont assurer cette fonction. A noter qu'à l'hôpital Cheikh Khalifa, nous disposons de cette technique de haut débit de dose. Alors, il faut savoir que la curithérapie est une technique qui est très attrayante, mais elle a certaines contraintes, notamment l'accessibilité anatomique. Vous imaginez bien, si vous avez une patiente qui a une synéchie vaginale, automatiquement on ne pourra pas proposer ce type de traitement parce qu'on ne pourra pas traverser justement cette cavité naturelle. Si la tumeur elle est tellement grande et tellement volumineuse, et en général on met en une taille de 5 cm comme limite, on ne pourra pas vraiment traiter convenablement toute la tumeur. Et comme je l'ai dit, ça nécessite une expertise puisque ce sont des techniques qui sont plutôt manuelles et donc ça nécessite une expertise non seulement du radiothérapeute mais toute l'équipe. Alors là, je vous montre juste pour que vous ayez les idées un peu plus claires. Alors sur la photo de gauche, vous voyez, c'est une curithérapie interstitielle. Donc on traverse le tissu mammaire et on met en place ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Donc on va mettre en place des repères qui vont traverser le tissu mammaire et par la suite nous mettrons en place l'élément radioactif. Et ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle un Fletcher. C'est un matériel qui est spécialement dédié pour la curithérapie utérovaginale. Et vous voyez qu'il y a 3 tiges. Alors celle du milieu, donc vous imaginez bien, ça va être au niveau de l'utérus, alors que les deux qui sont de part et d'autre de la médiane vont être mises en place au niveau du... Là, l'image que vous voyez, c'est une curithérapie interstitielle toujours, puisqu'on va traverser un tissu qui est autre que la prostate. Donc là, on va mettre en place aussi des vecteurs ou des applicateurs avant de mettre réellement les grains d'iode, comme vous voyez ici, pour une curithérapie de la prostate. Ce que vous voyez sur l'image, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un projecteur de source. C'est la petite machine qui contient justement ces sources radioactives. Et là, on n'a plus besoin de mettre nous-mêmes les sources au niveau du patient. C'est cette petite machine, donc reliée à des cathéters que vous voyez donc sur l'image de droite. Et on sort de la salle de traitement et c'est par la suite que les sources radioactives vont rejoindre, selon le trajet, la tumeur. Et donc, ça permet une meilleure radioprotection du personnel. Alors, les indications de la radiothérapie dépendront bien entendu de la localisation, du type histologique et du stade de la maladie. Et on distingue en fait 2 grandes indications, à intention curative et à intention palliative. Alors, ce qui concerne l'intention palliative, donc on pourrait faire des rayons justement pour arrêter un saignement. On parle alors d'une radiothérapie hémostatique. Au cas où on aurait une compression, par exemple un syndrome cave ou une compression médulaire, on pourrait avoir recours aux rayons justement pour décomprimer cette moelle ou décomprimer cette veine cave supérieure. Donc on parle de radiothérapie décompressive. Ou des fois, on a recours à la radiothérapie parce que la douleur n'est pas gérée par les différents paliers donc, de douleur. Et donc, on a recours justement à une radiothérapie dite à intention antalgique. Alors, ce qui concerne les indications curatives, donc la radiothérapie
peut être utilisé seul pour le traitement de certains cancers. Alors là, je citerai l'exemple donc de certaines tumeurs, par exemple basocellulaires. Donc on pourrait utiliser les rayonnements seuls pour justement traiter ces tumeurs. En association avec un autre traitement loco-régional, et l'exemple type là c'est le cancer du rectum bas et moyen rectum, où on fait une radiothérapie préopératoire puis on opère le patient pour justement optimiser les résultats carcinologiques. La radiothérapie peut être associée, différentes techniques de radiothérapie peuvent être associées, par exemple dans le cancer du col utérin où on utilise une radiothérapie externe combinée à une curithérapie utérovaginale. La radiothérapie peut être utilisée en même temps avec la chimiothérapie, et on parle de radiochimio concomitante ou à des différentes étapes. Donc d'abord la chimio puis la radiothérapie. On parle alors d'une radiothérapie séquentielle ou d'un traitement séquentiel. Alors la première étape, c'est une consultation où on va évaluer l'état général du patient, les différents examens paracliniques qu'il a réalisés afin de pouvoir le stadifier. On va donner des explications qui sont préliminaires, bien entendu, du déroulement en général du traitement, des éventuels effets secondaires. Et ça va de soi que le dossier va être discuté et l'indication de la radiothérapie va être discutée au sein d'une RCP, donc afin de pouvoir bien établir l'indication de ce. Alors, une fois l'indication validée, le patient réalisera un scanner de simulation. Le scanner de simulation est un scanner identique au scanner qu'on trouve dans les services de radiologie. À la différence, donc, il a un tunnel qui est un peu plus grand, ce qui permet de faire pénétrer donc, du matériel adapté à certaines localisations. De même, si vous le voyez sur l'image, la table est différente. Ce n'est pas la table concave qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est plutôt une table en carbone qui est identique à celle de la salle de traitement. Et en plus, on a des lasers muraux qui permettront de justement d'aligner le patient avant de pouvoir donc acquérir les images radiologiques. Alors cet alignement, comme j'ai dit, se fait par l'intermédiaire des différents lasers et ça permet justement une reproductibilité du traitement. De même, et afin d'assurer cette reproductibilité du traitement, on s'aidera par du matériel spécial, notamment ce que vous voyez sur les images, c'est ce qu'on appelle des masques thermoformés. Donc ce sont des masques personnalisés qui vont être formés vraiment le jour même de la simulation et qui vont suivre la forme de chaque patient. Donc c'est un matériel qui est vraiment personnalisé. Une fois cette étape faite, on va transférer les images qu'on va acquérir par ce scanner vers ce qu'on appelle une console de contourage et nous allons nous aider par les différentes images déjà réalisées par le patient, notamment un PET scan qui est un examen métabolique, une imagerie par résonance magnétique qui va bien entendu nous avoir plus de précision qu'un scanner de planification. On va par la suite, une fois que ce scanner de simulation fait, que les images ont été transférées vers la console de contourage, qu'on a fusionné avec des imageries plus performantes, contourer ou délinéer les volumes qui nous intéressent. En radiothérapie, retenez qu'il y a deux grands volumes. Des organes à traiter, à irradier, c'est ce qu'on va appeler des volumes cibles. Comme vous le voyez sur l'image, donc ça sera la prostate dans ce cas. Et des volumes à protéger, c'est ce qu'on va appeler les organes à risque. Comme vous voyez sur l'image, la vessie a été contourée sur ce schéma, vous voyez, ou plutôt sur cette coupe scanographique transversale, donc elle est en vert, et le rectum, qui est la structure postérieure, il est en jaune, et latéralement, vous voyez, il s'agit des têtes fémorales. Donc mon rayonnement va aller vers la prostate qui est en rouge, et il va essayer d'éviter les 2 ou les 3 ou les 4 organes que je vais lui dire qui vont être considérés comme organes à risque. Dans ce cas, par exemple, de ce cancer de la prostate, ça va être la vessie en avant, le rectum en arrière et latéralement les têtes fémorales. Alors, selon les recommandations internationales, retenez que le volume cible qu'on va traiter va être réparti ou subdivisé en 3 grands volumes.
un GTV, un CTV et un PTV. Alors, le GTV, c'est ce qu'on appelle en anglais Gross Tumor Volume, c'est-à-dire le volume tumoral qu'on voit, la tumeur elle-même. On va la voir donc sur le scanner. On pourra s'aider d'une endoscopie antérieure pour essayer de la délimiter par une IRM, par un PET scan. Bref, c'est la tumeur en elle-même. Le CTV ou le Clinical Target Volume, c'est le volume cible anatomoclinique, comme vous le savez. Et le cancer ne va pas se limiter à ce qu'on voit. Il va y avoir des extensions microscopiques. Justement, à l'instar de la chirurgie, on va essayer de mimer la chirurgie. Et nous aussi, avec la radiothérapie, nous n'allons pas traiter uniquement la tumeur, mais on va prendre des marges qui suivent bien entendu les barrières anatomiques et on va délimiter un deuxième volume qui est en fait le CTV. Le PTV, quant à lui, ou le Provisional Tumor Volume, c'est le volume cible prévisionnel. Alors là, il prendra en considération d'autres paramètres, notamment le mouvement de l'organe lui-même. Par exemple, si on a un cancer au niveau du poumon, vous imaginez bien que la tumeur ne va pas rester figée là où elle est. Donc elle va bouger avec la respiration. Et donc là, il faut prendre en considération ces mouvements internes de l'organe qu'on appelle internal margin. Et bien entendu, on aura beau à mettre le patient dans la meilleure position possible. Donc il y aura toujours des petites erreurs de positionnement puisque c'est nous, manipulateurs, qui les mettent en place. Donc il y aura sûrement une petite erreur de positionnement, mais il ne faudrait pas qu'on rate notre tumeur. C'est pour ça qu'on rajoute une petite marge tout autour qu'on va appeler le setup margin ou les erreurs de positionnement. Alors, schématiquement, vous le voyez, le GTV, ça va être le plus petit volume, c'est ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici sur l'image en rouge. On prendra en considération l'expansion microscopique de la tumeur, c'est ce qu'on appelle le CTV, donc on va rajouter une petite marge, donc c'est ce qu'on appelle, ou plutôt c'est ce que vous voyez sur l'image en orange, et on prendra en considération les erreurs de positionnement et le mouvement interne de l'organe. Donc c'est ce qui va nous faire le volume total qui va du rouge jusqu'au bleu ciel. Une fois ces organes délinéés, et comme je vous ai dit, deux principaux volumes d'intérêt, organe qu'on veut traiter, c'est le volume cible et qui comprend le GTV, le CTV et le PTV. Et l'organe, ou plutôt les organes qu'on voudrait protéger. Et rappelez-vous du petit exemple que je vous ai donné dans la prostate, la vessie est un organe qui ne devrait pas recevoir des rayons, le rectum de même, puisque notre cible c'est quoi? C'est la prostate. On déterminera ensuite la dose qu'il faut donner et comment on va donner cette dose. Est-ce qu'on va la donner tous les jours? Est-ce qu'on va la donner 2 fois par jour? Est-ce qu'on va donner une dose normale qui est en matière de radiothérapie de l'ordre de 2 degrés par séance? Comme vous le savez, le Gray, c'est 1 joule par kilo. C'est l'unité internationale avec laquelle on va traiter nos patients. Alors, retenez qu'il y a un fractionnement dit classique. C'est quand on va donner 2 degrés par jour, une fraction par jour et 5 séances par semaine. On va parler d'un fractionnement qui va être hypofractionné, ou plutôt des séances qui sont hypofractionnées. C'est comme son nom l'indique, on va diminuer le nombre de fractions. Donc on va diminuer le nombre de séances. Et qui dit on diminue le nombre de séances? Pour obtenir la même dose, automatiquement on va augmenter la dose par séance. Donc un hypofractionné, c'est moins de fractions et donc automatiquement une dose plus élevée par séance, donc plus que la normale étant de 2 degrés par séance. L'hyperfractionné par contre est un fractionnement qui va être encore plus important, donc on aura plus de fractions par jour et automatiquement le nombre de fractions s'il augmente, la dose par fraction elle va être moins de 2 degrés. Alors, il faut savoir que l'hypofractionné, il est utilisé surtout justement pour réduire le va-et-vient des patients. On va l'utiliser essentiellement quand on veut faire un traitement à but palliatif. Retenez ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a 2 types d'intentions ou d'indications. Intention palliative, intention curative. Alors, quand on est dans le palliatif, en général, ce n'est pas la seule indication de l'hypofractionné. Mais retenez que l'hypofractionné, on va le privilégier pour des patients chez qui on est vraiment dans une intention palliative. L'hyperfractionné,
Alors, on va utiliser 2 fractions par jour, par exemple, dans des cancers comme le cancer du poumon, justement pour permettre la réoxygénation des tissus et permettre justement une meilleure tolérance du traitement. Alors ça, c'était le fractionnement. C'est une notion très importante à retenir en matière de radiothérapie. Il y a l'étalement. Alors l'étalement, par définition, c'est la durée totale de la radiothérapie, c'est-à-dire le premier jour que le patient a reçu ses rayons et le dernier jour où cette radiothérapie a été administrée. Il faut noter que plus cet étalement il est important, plus la radiothérapie elle dure dans le temps, moins c'est bon pour la tumeur. C'est vrai que ça va permettre pour les tissus sains de se réparer. Vous vous rappelez du petit schéma qu'on avait dit, la cellule normale par rapport à une cellule tumorale. Une cellule normale, elle aura le temps justement de réparer les lésions qui ont été causées par les rayons, mais ce n'est pas une chose qui est favorable pour la cellule cancéreuse, puisque la cellule cancéreuse aura aussi le temps de réparer les lésions, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc l'étalement, il faut veiller à ce qu'il soit respecté selon les normes internationales. Il faut faire en sorte que le patient n'arrête pas son traitement. Ce qui a été prévu doit être fait selon les normes, à moins qu'on soit vraiment obligé contraint par un effet secondaire des rayons. Alors une fois que nous avons validé notre indication de radiothérapie au sein d'une RCP, fait notre scanner de simulation, contouré nos volumes qu'il faudrait traiter et ceux qu'il faudrait épargner et protéger, la dose qu'il faut donner. Comment on va donner cette dose? On va commencer la planification du traitement. Alors cette planification se fait en collaboration avec un physicien médical. Le physicien va nous proposer quelle est l'énergie, quelle est la balistique, et j'entends par balistique quels sont les faisceaux, le nombre de faisceaux, quelle est leur angulation, comment on pourrait justement donner le maximum de doses au niveau du volume qu'on veut traiter et épargner au plus qu'on peut les organes de voisinage. On pourra justement faire ce qu'on appelle une dosimétrie. La dosimétrie, c'est-à-dire une documentation de la répartition de la dose au niveau du volume cible et au niveau des organes. Une fois qu'on est d'accord sur cette répartition, le médecin radiothérapeute va approuver le plan de traitement et il va vérifier chaque organe, quelle est la dose qu'il reçoit. Et comme on a dit, 2 volumes d'intérêt en radiothérapie, le volume qu'on veut traiter et les organes qu'on veut protéger. Et sur ce schéma, vous avez ce qu'on appelle un histogramme dose-volume. Donc c'est une représentation graphique qui nous dit, comme vous voyez donc par exemple le PTV qui est en rouge, donc il nous montre quelle est la dose qu'il reçoit. Alors que pour les autres organes, vous voyez qu'on a des courbes qui sont inversées. Donc là par exemple, si je prends le normal brain, donc qui est en mauve, donc vous voyez, on va essayer de voir est-ce que la tolérance de cet organe permettra justement de traiter cette tumeur ou pas. Donc il y a un compromis entre les organes qu'il faut protéger, il faut que les contraintes passent, c'est-à-dire qu'on soit au-dessous, bien au-dessous des doses de tolérance pour qu'on ne voit pas des complications chez le patient par la suite. Et en même temps, il faudrait que notre tumeur soit bien couverte par la dose qu'on a prescrite. Compromis entre les deux, entre le volume cible qui devrait recevoir la dose maximale et les organes à risque qui devraient recevoir la dose minimale pour justement éviter les complications ultérieures. Une fois que ce traitement a été validé, le patient est reconvoqué pour qu'il reçoive réellement son traitement. Et là, donc, on va vérifier avant son arrivée que la machine elle est impeccable, c'est-à-dire qu'il y a un bon contrôle de qualité, qu'on va vérifier une fois que le patient est sur la machine de traitement, qu'il est bien positionné de la même manière que ce qu'on avait prévu donc, sur le scanner de simulation. Et pour vérifier ça, on va céder des repères qui ont été mis ou tatoués sur le patient, mais aussi par des images. Alors, ce que vous voyez sur l'image, donc à droite, c'est une image qui a été prise au moment du traitement, alors que le patient, il est sur la machine de traitement. Et l'image de gauche est une image qui a été prise au moment du scanner de simulation.
on va essayer, grâce à des logiciels spéciaux, de repositionner le patient sur les mêmes repères osseux qu'on avait initialement. Les nouvelles machines dont nous disposons actuellement permettent non seulement une image de contrôle qui est ce qu'on appelle 2D, juste par des repères osseux, mais carrément de prendre des scanners au moment même de la réalisation du traitement. Et il faut savoir qu'à l'hôpital Cheikh Khalifa, les 2 machines dont on dispose permettent justement ce genre d'images assez sophistiquées. Alors, une fois que le patient reçoit son traitement, on ne va pas le lâcher dans la nature. Il faudrait surveiller ce patient de façon assez régulière. Il ne faut pas attendre l'arrivée des complications pour les traiter. Alors, pour ce qui est des complications qu'on pourrait voir au cours des rayonnements et qu'on a déjà préalablement expliqué au patient au cours de la première consultation, nous le rappellerons bien entendu des mesures hygiéno-diététiques qu'il faudrait prendre donc, au cours des différentes séances de radiothérapie. Il y a des complications qui peuvent apparaître au moment des rayons et jusqu'à 6 mois après la fin de la radiothérapie. C'est ce qu'on appelle des complications précoces ou aiguës. Et il y a des complications qu'on appelle des complications tardives qui vont apparaître au-delà. Alors, ce qui concerne les complications précoces, donc une surveillance hebdomadaire s'impose. Donc, on voit le patient avant même qu'il réclame une fois par semaine pour vérifier justement que tout le traitement se passe bien. Ce qu'on pourrait voir au cours de ces complications, c'est d'abord un mal de rayon. C'est quoi le mal de rayon? C'est le patient qui rentre dans la salle de traitement, il fait sa séance de radiothérapie, il part chez lui et là, il peut présenter des vomissements, des céphalées. C'est juste, donc, si vous voulez, un effet psychologique des rayons. On rentre dans une salle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous faire, on reste tout seul, c'est une grande salle, vide, froide, et donc c'est pas évident. Et certains patients présentent ce mal de rayon. Il faut savoir rassurer le patient et donner des traitements anxiolytiques parce que ça peut être une source d'abandon thérapeutique. D'autres complications peuvent être vues, surtout ce sont des complications, donc la radiothérapie donne des complications loco-régionales, c'est-à-dire la zone qu'on irradie peut donner donc des radioépithélites au niveau de la peau, on peut voir des radioépithélites. On peut voir ce qu'on appelle des radiomucites, donc une inflammation des différentes muqueuses. Par exemple, un patient qui a un cancer ORL, donc il peut présenter une bucopharyngite. C'est une chose qui est tout à fait normale et on va donner des traitements dans ce sens. Donc, il est inconcevable, bien entendu, que si on a un patient qui est traité pour un cancer de la prostate, il ne va pas présenter une bucopharyngite, puisque ce n'est pas la région qu'on irradie. Donc les complications, il faut bien le noter, ce sont des complications qui vont être loco-régionales, donc qui dépendent de la zone qu'on traite. Donc elles ne sont pas en dehors du champ d'irradiation. Et il faut bien entendu, comme j'ai dit, veiller à faire une surveillance hebdomadaire. Les complications chroniques donc, sont des complications qui vont survenir au-delà des 6 mois. Elles sont souvent en rapport avec la fibrose et elles vont avoir des impacts sur la qualité de vie du patient. Il faut savoir que maintenant, avec la documentation des doses et les machines dont on dispose dans la majorité des centres, donc on peut éventuellement, ces complications sont de moins en moins observées. Alors si on veut récapituler, 5 grandes étapes par lesquelles passe un patient en cours de radiothérapie externe. Première des choses, donc il aura une consultation à un oncologue radiothérapeute et donc là, le dossier va être validé en matière de RCP préalablement, donc pour valider l'indication de la radiothérapie, les doses. Il aura une simulation par un scanner de simulation. On pourra mettre en place du matériel de contention pour justement permettre une position qui va être fixe, qui va être confortable, mais surtout reproductible pour ce patient. Et vous vous rappelez des images que je vous ai montrées avec les masques thermoformés. L'image aussi de la patiente qui avait le bras en abduction, donc c'est une patiente qui est suivie pour un cancer du sein. On va par la suite contourer les différents organes et définir les volumes cibles. Et retenez qu'il y a 2 organes, des organes à protéger, c'est les organes à risque, les volumes qu'on veut traiter ou les volumes cibles qui contiennent eux-mêmes 3 sous-volumes. Le GTV, c'est ce qu'on voit. Le CTV, c'est là où la tumeur peut aller. Et le PTV, c'est la prise en considération des erreurs de positionnement et du mouvement propre de l'organe. La planification du traitement se fera
en collaboration avec un physicien médical. À la fin de cette étape, nous allons valider le traitement en se référant à un histogramme dose-volume qui nous montre chaque organe, quelle est la dose qu'il a reçue, et notre volume qu'on veut traiter, quelle est la dose maximale qu'il peut recevoir selon la tolérance. Enfin, nous allons administrer notre traitement. On va vérifier le bon positionnement du patient, les images, et on lui fait une surveillance hebdomadaire pour guetter les différentes complications du traitement. Alors, en guise de conclusion, la radiothérapie est un traitement loco-régional par des radiations ionisantes. C'est une arme thérapeutique majeure dans le traitement des cancers, comme on l'a vu, à but curatif et palliatif. Elle assure le contrôle local optimal avec un minimum de complications. Et ceci est actuellement possible grâce aux différentes avancées technologiques qui ont donné vraiment naissance à une nouvelle ère thérapeutique. Je vous remercie.